3, 2, 1. Here we go! Voilà, rebonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette seconde table ronde de la journée, de la première journée de l'édition 2022 de Cyclo à Lille. Deuxième conférence consacrée à la ressource en eau, dont nous avons déjà largement parlé dans le sujet précédent. Nous allons parler cette fois de sensibilisation des usagers à travers cette conférence organisée par Hydreos, le pôle de la filière eau du Grand Est basé en Meurthe-et-Moselle. Pour lequel nous aurons une intervenante que je vous présenterai dans un instant. Mais nous avons parmi nous et présent sur cette estrade Madame Mélissa Bélier, qui est chargée de mission performance et gouvernance des services d'eau à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Monsieur Philippe Bourrel, qui est chargé d'études transition écologique à l'agence d'urbanisme de Saint-Omer. Monsieur Fabrice Mazouni, près de moi, directeur général des services de l'eau du Dunkerquois. Monsieur Ludovic Blancard, qui est responsable communication chez Source et Eau, et je vous présenterai un peu plus avant tout à l'heure si vous le permettez. Et enfin donc avec nous à distance, Madame Sophie Altmaier, qui est responsable technique de Hydreos, qui est avec nous en visio. Donc je ne sais pas si vous nous entendez, Madame Altmaier, mais évidemment vous interviendrez tout à l'heure en temps utile pour cette conférence que vous avez pilotée. Alors comme vous le savez, la gestion de l'eau et de plus en plus, et de plus que jamais, au cœur des préoccupations des collectivités, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler dans la première conférence, de par la dégradation de sa qualité et de sa raréfaction, donc une problématique en volume et en qualité. Pour qu'il y ait des changements, évidemment, il faut passer nécessairement par une prise de conscience collective quant à la situation actuelle et aux risques qui en découlent. Donc les pouvoirs publics ont de plus en plus et plus que jamais un rôle à jouer dans cette sensibilisation de la ressource en eau, et ceci vers tous les types de populations. Cet atelier va donc nous permettre de mettre en avant un certain nombre d'initiatives des collectivités pour sensibiliser ces usagers et à une gestion responsable de l'eau et d'envisager différents modes de communication pour tirer quelques premières conclusions également sur des résultats déjà obtenus. Alors pour commencer et introduire ce tour d'horizon, je vais proposer à Mélissa Bélier, donc, qui est chargée de mission performance et gouvernance des services d'eau à la FNCCR, de nous parler d'une étude sur l'apport des sciences comportementales pour la sensibilisation des usagers, étude dont vous allez nous proposer une quasi-synthèse. Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord présenter du coup ma structure pour ceux qui ne nous connaisseraient pas. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, nous sommes une association de collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics qui s'y rattachent. Notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités dans l'exercice de leur mission technique en lien notamment avec le cycle de l'eau, donc que ce soit l'eau, l'assainissement ou le grand cycle de l'eau avec la GEMAPI et les enjeux d'eau pluviale notamment. Pour faire cela, on organise des journées d'études, des formations, des synthèses. On favorise aussi le partage de bonnes pratiques, la co-construction d'outils. Et enfin, on a un rôle de représentation au niveau national puisqu'on est donc interlocuteur des ministères, notamment le ministère de la Transition écologique et également plus sur la DGFiP par exemple, sur les questions de recouvrement des factures. On peut avoir aussi d'autres interlocuteurs. Et donc notre objectif, c'est aussi de servir en fait pour faire remonter les enjeux des collectivités locales au niveau national. Donc nous représentons environ 600 collectivités dans le domaine de l'eau qui compte pour 80% de la population française. Et notre gouvernance, point particulier, est exclusivement dans les mains des élus locaux de nos membres
et notre financement est exclusivement public. Voilà, on défend vraiment exclusivement les collectivités territoriales. Donc je suis ici aujourd'hui puisqu'effectivement depuis 1 an ou 1 an et demi nous animons le club des économies d'eau pour le compte du ministère. Donc on a une convention avec le ministère de la transition écologique et donc on avait eu un stagiaire l'année dernière qui a fait cette petite étude sur voilà, les sciences comportementales et leurs enjeux, enfin voilà, les apports qu'ils peuvent nous apporter, les enseignements pour la sensibilisation du public et inciter le public à avoir un comportement plus vertueux d'un point de vue environnemental. En fait, ça s'appuie quand même sur un certain nombre d'axes que je vous ai résumés ici. Alors, je pense qu'il pourrait y en avoir plein d'autres. Je ne suis pas chercheuse spécialisée là-dedans. L'idée, c'était plus d'avoir quelque chose qui soit synthétique et utilisable, des axes de réflexion pour orienter les actions qui peuvent être menées. Tout d'abord, il faut évidemment que la personne soit convaincue par les arguments qu'on lui présente. Donc il faut que d'un point de vue conscient, elle se dise oui, c'est effectivement un comportement qu'il faudrait dans l'absolu favoriser. Donc ça va se faire notamment avec la conscience des enjeux et ensuite avec la conscience que son propre comportement a un impact sur le milieu, sur la ressource en eau. Voilà, qu'il y a un lien, qu'il y a d'une part des enjeux et d'autre part un lien entre mon comportement individuel et ces enjeux. Donc que j'ai intérêt à modifier mon comportement. Ensuite, il y a tout l'aspect normes sociales et donc là, avoir comme une incitation collective à changer également son comportement qui vient appuyer ce changement de comportement. Dans ce cadre, on voit qu'il y a vraiment en ce moment un focus qui est fait sur les enjeux climatiques et sur les enjeux énergétiques et qui ont en fait tendance un peu à effacer les autres enjeux puisque dans le baromètre établi par les agences de l'eau un peu sur voilà, l'état de la population, enfin les sentiments de la population à l'égard de l'eau et des enjeux environnementaux, on voit en 2018 par rapport aux années précédentes une baisse en fait de l'attention portée à l'enjeu qualité de l'eau ou qualité de l'air, alors que les enjeux climatiques et énergétiques augmentent fortement. Donc on voit peut-être qu'il y a une balance à faire, enfin voilà, qu'il ne faudrait pas que ça soit vraiment avoir une idée globale. Et donc l'idée, ça va être évidemment de valoriser les comportements vertueux et à l'inverse, on a une difficulté dans ces normes sociales avec tout l'imaginaire qui est lié d'une part au loisir, avec la piscine, les jeux d'eau, etc. Et puis l'hygiène qui engendre aussi une consommation d'eau importante et peut-être plus importante que les besoins réels d'hygiène ne le nécessiteraient. Ensuite, il y a l'idée qu'il faut que la réussite soit possible. Et donc, on ne se projette pas sur quelque chose qui soit déjà perdu d'avance. Il y avait eu des études disant que tout ce qu'on voyait avec les sécheresses très importantes, le pôle Nord qui s'érode, etc., en fait, ça avait plus un enjeu peut-être de découragement sur les actions qu'on pouvait mener en disant mais de toute façon, c'est déjà lancé, donc autant que je ne perde pas trop de confort à mon niveau individuel parce que de toute façon, c'est en route, quoi. Donc, c'est aussi dire que c'est possible de changer les choses. Et on voit bien que c'est un peu l'axe qui a été pris par le GIEC là, récemment, de dire oui, c'est possible de changer et enfin, si on se met en ordre de marche maintenant, ça peut changer. Donc c'est un peu la même chose dans notre domaine de l'eau. Et ensuite, le fait que les comportements adoptés, il faut qu'ils soient simples, qu'on ait une bonne information dessus et que voilà, ça ne demande pas une énergie folle pour savoir ce qu'il faut faire. On voit notamment souvent sur les déchets, dans les gestes de tri, dès lors qu'on a des confusions sur est-ce que je mets mon emballage plastique mou, est-ce que je mets que les durs, etc. Le fait, en fait, l'extension des consignes de tri uniquement sur certaines communes et pas sur toutes, en fait, elle peut emmener une confusion et peut-être avoir aussi un effet négatif sur restreindre certains gestes puisqu'on ajoute de la confusion. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième point, c'est quels pourraient être les obstacles au nouveau comportement, puisqu'en fait, il ne suffit pas d'être convaincu du bien fondé du comportement pour le mettre en œuvre. Il y a des recherches, donc j'ai pas pris mes notes, donc j'ai plus le nom de la personne, qui était en fait un prix Nobel d'économie, je crois que c'est monsieur Daniel Kahneman, qui en fait a fait une recherche, mais a priori c'est assez partagé, disant qu'en fait le système d'action
le cerveau a tendance à favoriser les automatismes. Donc pour tout ce qui est les gestes du quotidien, en fait, eh bien, on va aller de plus en plus vers des actions faciles, automatiques, sans se poser la question. C'est toujours favorisé. Or, pour un changement de comportement, il faut se poser la question, avoir quelque chose de conscient, le temps que le nouvel automatisme se mette en place. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut en fait apporter le fait de se poser la question et de déconstruire un automatisme. Et ça va être en fait, a priori, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est qu'on est sur des gestes du quotidien. On n'est pas sur l'achat d'une voiture, on peut se dire, je réfléchis de manière globale, je prends le temps, je fais une comparaison, etc. Et j'intègre les enjeux environnementaux dans l'achat de la voiture. Sur le fait d'ouvrir le robinet, d'y rester plus ou moins longtemps, mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement naturel que, voilà, on ne se pose pas la question. Et donc, on a cet obstacle-là, cette force de l'habitude sur lequel il faut qu'on agisse. Et c'est vraiment un peu la difficulté de la sensibilisation des usagers sur ces questions-là, qui sont des questions quotidiennes. Donc pour finir, quelques techniques. Donc j'ai appelé ça technique, c'est peut-être pas tellement technique, c'est aussi axes de travail, voilà, sur lesquels on peut travailler, sur lesquels il y a des choses qui existent. Donc je vous ai mis pas mal de choses. Donc il y a des choses, enfin voilà, que j'ai déjà évoquées. Effectivement, valoriser une nouvelle norme sociale qui valorise, eh bien, le fait d'utiliser des produits détergents plus écologiques, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit complètement étincelant éventuellement. Une facilité d'accès aux informations, puisque quand on se pose la question de savoir si tel détergent est ou pas nuisible pour la santé, voilà, potentiellement ça freine le choix, ça freine le changement de modification. Le recours au jeu ou ce qu'on appelle, ce qui est très à la mode, le nudge. Donc où là l'idée c'est qu'en fait le choix doit être orienté un peu pour voilà, on pose la question d'une façon où ça oriente un peu la réponse vers un comportement qui nous semble souhaitable. Le fait d'insister sur la perte et sur le risque, alors là ça peut être double. C'est en fait on sait qu'on a plutôt l'envie d'éviter la perte, une perte de confort, d'éviter un risque de dégradation plutôt que de gagner quelque chose d'hypothétique qui serait potentiellement mieux. Donc il faut peut-être plus voilà, parler des enjeux de sécheresse et de restriction d'alimentation de plus en plus durables si jamais on ne change pas nos comportements, plutôt que de parler des gains potentiels sur la facture d'eau, ou alors si jamais on parle de la facture d'eau, de parler qu'elle va augmenter plutôt que de dire que un éventuel comportement vertueux pourrait permettre de la baisser. Voilà, c'est quelque chose qui est connu en économie de l'environnement. Alors je pense qu'un certain nombre d'actions vont être repris beaucoup plus largement. Moi, ce que je voulais en fait dire en conclusion, c'est que comme on est du coup sur quelque chose qui est de l'ordre de renverser des automatismes, c'est en fait ça va demander une répétition. On dit ça pour les enfants, la répétition, la pédagogie, c'est la répétition, mais en fait là, l'idée, c'est d'être amené à se poser la question de son comportement et donc à renverser un petit peu les automatismes. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et donc, je pense que tous les outils, en fait, sont utiles et complémentaires et qu'on va y arriver que par une pluralité d'actions menées à différents niveaux. Que ce soit les enfants qui répètent ce qu'ils ont entendu à l'école, que ce soit la facture d'eau qui augmente dans certaines circonstances, que ce soit les affichages en temps de sécheresse avec un focus sécheresse. Voilà, c'est vraiment l'idée de la difficulté, c'est de renverser ces automatismes. Et donc, on est sur des actions quotidiennes. Voilà. Merci beaucoup, Mélissa Bélier, pour cette restitution d'informations, ce partage de connaissances tout à fait transversales et tout à fait partageables pour qui souhaite, en tant qu'acteur, s'appuyer sur les bonnes pratiques, déjà pour commencer, avec un certain nombre de pistes que vous venez de nous rappeler qui sont importantes. Alors concrètement, je vais vous proposer aux uns et aux autres d'illustrer, vous qui allez intervenir maintenant successivement, d'illustrer à votre manière la façon dont vous procédez concrètement sur le terrain. Nous allons commencer avec Philippe Bourrel, pardonnez-moi, qui est chargé d'études transition écologique à l'agence d'urbanisme de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, qui va nous parler de la sensibilisation des écoles à la protection de la ressource à travers justement une première illustration très concrète de ce que vous pouvez pratiquer, certainement en se basant plus ou moins sur ce qui vient de nous être présenté, par exemple.
Alors, effectivement, pour rebondir sur le changement de comportement, il y a quelque chose qui va de pair avec ça, c'est la sensibilisation. Et je vais essayer de vous présenter comment nous, en tant qu'agence d'urbanisme qui opérons pour les collectivités, on a mis en place des outils et des dispositifs pour changer ces comportements et pour sensibiliser un peu plus, notamment le jeune public. Sachant que ce que je vais vous présenter, c'est des zooms sur le public scolaire, mais qu'on est tout à fait capable d'adapter ces outils au grand public, même aux élus, voire aux techniciens, dans certains cas. Donc pour vous présenter très rapidement le territoire de l'agence d'urbanisme, hein, déjà une agence d'urbanisme c'est quoi? C'est une association 1901 qui opère pour les collectivités et qui permet de mieux définir les politiques publiques, d'anticiper les projets d'aménagement et qui a un rôle d'observatoire territorial, c'est son premier rôle. Donc nous, on opère sur... Il y a 8 agences d'urbanisme dans les Hauts-de-France. Moi, je vais vous parler de celle de Saint-Omer. Nous, on opère sur 2 collectivités qui sont la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer et la communauté de communes du pays de l'Imbre. Donc ça fait 145 communes et en plus ou moins 145 000 habitants. Donc je vous ai mis une petite carte de localisation en haut à droite pour que vous voyez un peu où ça se situe. Donc on a un territoire où l'eau est très présente finalement. On a 3 cours d'eau majeurs hein, qui sont la M au nord du territoire, la A au centre et la Lys au sud de notre territoire. Et puis on a certains éléments identitaires que beaucoup connaissent finalement qui est notamment le marais audomarois. Et finalement on peut dire avec ça que Saint-Omer est un territoire qui est un territoire d'eau. L'aménagement et le développement de ce territoire a été orienté par cette ressource en eau. On a la présence de beaucoup d'acteurs industriels, donc notamment la filière brassicole, la filière du verre avec Arcade International, puis la filière du papier carton autour de la vallée de la Haye, qui se sont développées grâce à la présence de l'eau. On parle souvent du pays de Saint-Omer comme le château d'eau de la région. Alors nous, on essaye de mettre un peu des guillemets à ce terme parce que finalement, le château d'eau, ça veut dire qu'on peut utiliser l'eau et qu'il y en a à souhait. Donc on essaye un peu de nuancer ce terme de château d'eau et notamment via nos outils de sensibilisation, on essaye de faire comprendre que château d'eau, oui, mais qu'il faut ménager la ressource. D'où l'enjeu de la sensibilisation. D'autant plus avec les enjeux de réchauffement climatique qu'il y a aujourd'hui, hein, où on a vraiment des problèmes de gestion de crues, de tension sur la ressource en eau et de sécheresse en fait. Donc je vais vous présenter un peu ce qui a été mis en place en tout cas sur la CAPSO, donc, qui est l'une des 2 collectivités sur lesquelles on opère, qui est le fonds eau. Le fonds eau, il a pour but le centre du fonds eau, c'est finalement le sujet eau, hein, c'est assez transversal comme sujet. Et c'est un dispositif financier qui a été mis en place par la CAPSO. Je reviendrai un peu après sur le financement, mais en gros c'est 1 € par habitant, ce qui nous permet d'avoir un budget fixe tous les ans. Et ce fonds eau, il a plusieurs fonctions finalement. Il a pour but de mener des projets à l'international. La collectivité, grâce à ce fonds eau, mène des projets à l'international sur le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il a pour but de favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire. Donc grâce à ces projets, on peut emmener des jeunes à l'étranger. Et puis, il a aussi un ancrage local où, grâce à ce fonds eau, on construit des supports pour sensibiliser la population locale aux enjeux de l'eau et de l'assainissement. Donc voilà pour les principaux objectifs, hein, toujours avec pour ligne de conduite les objectifs du développement durable en matière d'eau et d'assainissement. Donc pour faire vite, hein, c'est 1 € par an et par habitant dans la collectivité, ce qui nous permet tous les ans d'avoir un budget plus ou moins égal à 105 000 €, hein, qui est le nombre d'habitants de la CAPSO. Et grâce à ce projet, donc, on peut mener des projets à l'international qui favorisent la mobilité des jeunes et qui nous permettent de construire des supports pédagogiques. Alors, pour faire un petit zoom sur la mobilité des jeunes, là, dernièrement, ça s'est concrétisé par des jumelages avec des villes à l'étranger, donc comme Tiznit au Maroc, où on a pu emmener 30 jeunes de centres socioculturels du territoire au Maroc sur des projets d'eau et d'assainissement. Et puis, nous, en retour, on a pu accueillir ces Marocains à Saint-Omer pour leur faire découvrir aussi notre territoire et pour les sensibiliser aux enjeux de l'eau. On a notamment fait des chantiers internationaux de restauration du patrimoine en collaboration avec certaines associations. Donc ça, c'est pour le volet mobilité des jeunes et international. Et du coup, sur le volet local, on a aussi construit des outils via ce fonds eau qui nous permettent de sensibiliser la population du territoire. Donc entre autres, on fait de nombreuses expositions sur l'eau et l'assainissement.
On organise de nombreuses conférences, alors qui pour le coup ne sont pas forcément à destination du public scolaire, qui sont aussi à destination des techniciens, des élus et du grand public. On a aussi conçu plusieurs supports, outils pédagogiques d'éducation à l'environnement, donc je vous en ai mis plusieurs à l'écran. On a fait une maquette cycle de l'eau pour les jeunes publics scolaires qui permettrait de rendre plus concret le cycle de l'eau en milieu scolaire. On a construit de nombreux jeux de sensibilisation autour de nos différents cours d'eau. Donc là, il y a une illustration qui était avec le jeu Les Aventuriers de la A. Et ça permettait aux élèves de voir toutes les différentes pressions qu'il y avait sur la rivière la A, donc au niveau pollution, au niveau tension, au niveau de la ressource en eau, conflit d'usage. On a également construit avec différents acteurs une carte thermoformée que vous avez peut-être déjà vue parce que pour le coup, elle a été emparée par de nombreux acteurs sur le territoire. Elle avait un vrai but pédagogique de montrer donc, en premier lieu aux élèves, mais après les techniciens s'en sont emparés, mais qu'on vivait vraiment sur un delta qui était au niveau de la mer et que les questions de montée de niveau de la mer n'étaient pas une légende et que finalement on était vraiment sur un territoire qui était très très plat et qu'on avait besoin de gérer cette eau, notamment avec l'institution des Watringues. Donc cette carte elle a été faite en collaboration avec les Watringues, avec l'agence de l'eau, avec le parc naturel. Donc c'était vraiment très partenarial. On a aussi cette année sorti un documentaire SOS dont je vous parlerai juste après. Et la dernière action en date, c'est la fabrication de tags urbains. Alors la fabrication parce qu'on a été sensible, les lycées du territoire nous ont demandé des subventions pour les championnats de France de cross UNASS, de raid UNASS, pardon, qui ont lieu à La Réunion. Et du coup, pour avoir cette subvention, on a conditionné cette subvention au fait qu'on puisse travailler avec eux sur l'eau. Donc on va imprimer avec eux des tags urbains, donc au Fab Lab de Saint-Omer en 3D. Donc ça leur permet aussi de se sensibiliser avec ces outils-là. Et le deal, c'est qu'ils puissent nous faire ces tags urbains quand ils s'entraînent sur les principaux regards de la ville. Donc quand ils font l'entraînement raid d'une ASS, ils ont des pochoirs avec « Ici commence la mer » et ils nous taguent les principaux regards de la commune, enfin, du territoire. Donc ça, c'est la dernière action qui est en cours en ce moment. Et puis l'année dernière, donc, on a sorti un documentaire SOS. Ce documentaire, il avait pour but d'illustrer l'impact du réchauffement climatique sur la ressource en eau et sur les différentes populations, que ce soit à l'échelle internationale, donc avec les différents projets menés dans le cadre du Fonds eau. Donc il y avait le Bénin, il y avait le Maroc, il y avait la Tanzanie, là où ont été menés différents projets avec le Fonds eau. Et puis surtout de montrer à la population que le changement climatique, il n'était pas uniquement international, mais qui nous touchait aussi directement dans l'Audomarois. Donc on a fait intervenir de nombreux acteurs de l'Audomarois, notamment des maraîchers qui commencent à voir les conséquences du changement climatique, des industriels aussi qui ont dû adapter leur process parce qu'il y avait moins d'eau en été, parce qu'ils commencent à voir que le coût de l'eau augmente. Et du coup, ce documentaire, qui n'était pas du tout catastrophiste, il a pour vocation de sensibiliser aux enjeux de la ressource en eau et de montrer les conséquences du réchauffement climatique. Donc il a été diffusé encore la semaine dernière dans les collèges et les lycées et on continue la diffusion. On l'a diffusé auprès des techniciens, auprès des élus et on a plusieurs projections au grand public qui sont prévues prochainement. Et donc ce documentaire, il a vraiment été monté avec les fonds du Fonds eau et suite à tous nos projets à l'international. Et il est en libre accès, sur demande, on peut le diffuser. C'est ce que j'allais vous demander, Monsieur Bourrel, pour notre gouverne ou pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui sont présents aujourd'hui ou qui vous écoutent, est-ce que justement il y a une possibilité au moins de prévisionner ce documentaire pour ceux que ça pourrait intéresser? Tout à fait, ouais. Je peux vous laisser mes contacts et ça, il n'y a pas de. Nous, on peut diffuser ce documentaire. En général, on essaye d'organiser un débat après ce documentaire pour qu'il y ait une vraie sensibilisation, mais il n'y a pas de souci sur la diffusion de ce documentaire. Au moins pour en faire la demande auprès de vous. Voilà. Donc, voilà pour le fonds eau. J'ai repris quelques petits indicateurs. Donc, depuis que ce fonds a été créé, ça doit faire maintenant 6-7 ans, si je ne dis pas de bêtises. On a accompagné 52 projets, 31 partenaires nous ont accompagnés. On a travaillé dans 21 pays différents. On a sensibilisé, on a amélioré l'accès à l'eau et à l'assainissement de 70 000 personnes environ. Et on a sensibilisé environ 2000 personnes sur le territoire et ça a permis la mobilité d'une centaine de jeunes. Donc voilà pour le territoire de Saint-Omer. Merci beaucoup Philippe Bourrel, pardonnez-moi pour ce premier
retour d'expérience concret, très intéressant, hein, sur la manière dont vous peut-être contournez certains obstacles, je dirais, dans leur matière de sensibilisation, puisque vous approchez les choses de manière parfois très indirecte ou à travers des illustrations qui peuvent paraître distantes, mais qui paradoxalement contribuent à cette sensibilisation générale. Alors je vous propose de continuer sur ces retours d'expérience avec la présentation de Fabrice Mazouni, donc directeur général des services de l'eau du Dunkerquois, qui va lui parler, nous aussi, des pratiques de sensibilisation sur votre territoire, Monsieur Mazouni, à la gestion de l'eau à travers une démarche gagnant-gagnant envers les usagers, avec un axe majeur dans le territoire cet axe majeur dans le territoire dunkerquois pour sensibiliser la population à la ressource en eau. Oui, tout à fait. Un rapide rappel concernant la structure et le territoire. Le syndicat de l'eau du Dunkerquois, c'est 1500 km de réseau dont le rendement est relativement élevé puisqu'il atteint plus de 90%. Ça représente 99 000 abonnés, environ 240 000 habitants desservis, 12,5 millions de mètres cubes d'eau potable distribués. Et le syndicat dispense d'autres compétences telles que le service public de l'eau industrielle, dédié spécifiquement aux grands industriels situés sur le site industriel eau portuaire de Dunkerque. Il assure aussi la compétence assainissement et DECI, défense extérieure contre l'incendie, pour les communes qui en ont fait la demande, donc de manière assez marginale, puisque cela ne concerne pas les communes de la communauté urbaine de Dunkerque qui se trouvent sur le littoral. Alors, la situation du territoire est un peu particulière puisque le territoire ne dispose pas de ressources en eau potable. Et donc, historiquement, depuis une centaine d'années, le territoire doit aller puiser cette eau dans les monts de l'Audomarois, tel que ça a été présenté. Alors, non pas dans le château d'eau, effectivement, de l'Audomarois, mais dans le champ captant de l'Audomarois. Le syndicat est propriétaire de ces forages. Mais le principe d'aller donc puiser cette eau dans un territoire voisin impose évidemment une démarche plus que vertueuse et donc historiquement un certain nombre de dispositions ont été mises en œuvre pour tendre vers la diminution des volumes d'eau tant par les industriels que par les usagers domestiques. Alors on va se focaliser sur ce qui concerne les usagers domestiques. Donc l'ambition du territoire, c'est bien d'inciter aux économies d'eau, augmenter, favoriser un maintien à l'eau pour tous et développer un taux de consommation d'eau de boisson plus important que ce qu'on observe, puisqu'on se situe environ aujourd'hui à 47% de buveurs d'eau, mais il y a encore quelques années, on était à peine à 40%, donc on grignote en quelques pourcentages, ce taux de buveurs d'eau augmente et on va voir pourquoi. Alors, les différents leviers qui ont été mis en œuvre concernent d'abord la tarification, une tarification dite éco-solidaire mise en œuvre dès 2012, je vais y venir, et puis aujourd'hui une démarche dite éco-gagnante, un système éco-gagnant avec des services supplémentaires et bien évidemment la recherche de l'implication des usagers. Alors très rapidement, la définition tarifaire alternative a été mise en place dès 2012 et fait partie donc du panel d'action qui a été listé par Mélissa Bélier tout à l'heure. Et donc l'idée était de préciser que plus on consomme, plus on passe des paliers et donc plus la facture est importante. Avec donc un premier palier de 0 à 80 m3, un second de 80 à 200 m3 et puis ensuite un troisième et dernier palier au-delà des 200 m3 consommés par an et par foyer. Avec particularité importante, au sein de cette première tranche de consommation de 0 à 80 m3, eh bien, un tarif dédié pour les bénéficiaires de la CSS, la complémentaire santé solidaire. Cela a permis une véritable acculturation de la part donc, des habitants, puisque c'est en place depuis 2012. Et depuis 2012, le territoire a pris cette habitude de veiller à sa consommation par le biais de cette incitation à maîtriser donc la facture, avec tout de même une petite difficulté, puisque en 2012, lorsque ça a pu être mis en place par un conventionnement avec les caisses d'assurance primaire d'assurance maladie, pour disposer de la donnée concernant les bénéficiaires de la CSS, eh bien malheureusement, on n'a pas pu obtenir la donnée que les CAF détiennent
pour intégrer la composition familiale et moduler cette tarification. C'est un axe de progrès sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire intégrer cette variable d'ajustement qui concerne la composition des foyers pour faire en sorte qu'un foyer de 2 personnes paye différemment d'un foyer de 8 personnes, par exemple. Alors ça a nécessité à l'époque un véritable accompagnement de cette démarche, puisque c'était une révolution tarifaire. Ça a même d'ailleurs anticipé la réglementation, puisqu'en 2013 uniquement la réglementation a permis ce type d'expérimentation sur la tarification de l'eau. Il y a eu un dispositif de suivi de l'ensemble de la démarche et une vérification de l'adhésion des usagers. Aujourd'hui, une dizaine d'années après la mise en œuvre de ce dispositif, eh bien c'est complètement ancré, c'est dans les habitudes. Et donc on a pu agir sur les habitudes de consommation, limiter les usages de l'eau non domestique, tels que les usages extérieurs, faciliter la compréhension de ces nouveaux tarifs et à l'époque un observatoire d'analyse dite tarification éco-solidaire. Un observatoire d'analyse avait été mis en place. Alors ça a permis aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, une diminution de la consommation moyenne qui était aux alentours de la consommation moyenne du bassin, autour de 85 mètres cubes par an et par foyer il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on atteint 67 mètres cubes par an et par foyer, par abonné, et donc une diminution de plus de 10% des volumes prélevés au milieu. Donc face à ce contexte, comment poursuivre? Eh bien, aujourd'hui, le territoire met en œuvre une démarche dite système éco-gagnant, un programme qui regroupe en fait la totalité des services destinés à la population pour faire évoluer les comportements, inciter l'adoption de pratiques vertueuses, plus sobres pour un territoire en transition, permettant donc une véritable prise en compte de l'environnement dans lequel le territoire se place. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité d'une politique dont vous avez peut-être entendu parler sur le territoire dunkerquois, qui était la mise en œuvre de la gratuité des transports, qui est un système qui répond donc à un territoire plus sobre, plus efficace et plus soucieux de son environnement, avec un dispositif dit éco-gagnant favorable donc à l'habitant, puisque un abandon de tarifs a permis évidemment d'augmenter de manière impressionnante tant la fréquentation que l'efficacité donc d'usage des transports en commun, allant de pair donc avec l'ensemble des objectifs que je viens de citer. Ce système dit éco-gagnant s'éloigne du dispositif contraignant tel que le dispositif de tarification éco-solidaire que j'ai évoqué et s'oriente vers quelque chose de plus incitatif, moins moralisateur, moins culpabilisant. C'est une démarche qui intègre une gouvernance élargie, puisque quand on prend une thématique, que ce soit énergie, transport, déchets et la eau, eh bien on intègre la totalité des acteurs de la thématique pour le territoire concerné. On intègre la mise en place d'un véritable échange avec les citoyens par le biais d'un parlement, on l'a appelé comme ça, mais donc un panel de citoyens qui participent au dispositif et qui représentent les habitants avec un panel d'associations, puisqu'on a souhaité aussi s'appuyer sur les associations dites environnementales ou de consommateurs ou éventuellement les associations professionnelles. Donc ce panel complète la gouvernance du dispositif et donc ce dispositif intègre un véritable volet eau avec une implication des habitants qui s'est orienté vers la mise en œuvre de services supplémentaires et la valorisation donc de pouvoir d'achat qui peuvent être obtenus par le biais des services supplémentaires que je vais développer. Donc parmi ces services supplémentaires dédiés à l'eau, eh bien, le territoire s'engage sur la décarbonatation de l'eau distribuée, qui génère évidemment un certain nombre d'économies, un gain de pouvoir d'achat qui peut être chiffré autour de 100 € et qui peut inciter à la consommation de l'eau distribuée comme eau potable, comme eau de boisson, et donc générer un pouvoir d'achat supplémentaire, puisque quand on consomme l'eau du robinet plutôt que l'achat d'eau en bouteille, eh bien, c'est immédiatement un minimum de 300 € par an et par foyer qui peut être gagné. Un pouvoir d'achat en termes de réduction de
du calcaire dans l'eau distribuée par la durée de vie des tuyauteries, des appareils électroménagers, l'amélioration de la consommation en eau, la réduction donc aussi des usages de produits anticalcaires au sein du domicile. Bref, un véritable confort d'usage, un système, un dispositif social puisqu'il s'agit d'une mutualisation d'un dispositif dont certains peuvent se payer les avantages puisque certains habitants, principalement en habitat pavillonnaire, eh bien, disposent de leur propre dispositif individuel. Donc là, on parle d'une mutualisation de ce dispositif, des économies et donc une optimisation pour l'environnement, puisque quand on utilise moins de produits tels que je le précisais, eh bien, il y a moins de rejets, il y a moins d'éléments dans les eaux usées à traiter. Donc une véritable avancée, très attendue d'ailleurs par les habitants, lorsque on les questionne sur la qualité et la nature de l'eau, puisque sur notre territoire, eh bien, cette eau provenant des nappes de la craie de l'Audomarois est évidemment chargée en calcaire, et donc réduire cette concentration en calcaire est une véritable avancée. La télérelève, un service supplémentaire, puisque quand on met à disposition des habitants un dispositif de suivi de sa consommation, eh bien, on offre cette possibilité aux habitants de disposer de l'outil qui lui permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de sa consommation en eau au sein de son foyer. Et donc, c'est un outil indispensable pour lui permettre d'avancer dans cette compréhension. C'est aussi un outil qui évite les déboires des surfacturations lorsque une fuite intervient au sein du domicile, dans le dispositif, dans la partie privée. Et puis, bien sûr, ça apporte un confort par rapport à une facturation dite au réel. Et puis, un autre service complémentaire, l'aide à la récupération des eaux pluviales avec la mise en place d'un dispositif de subventionnement de l'achat des cuves de récupération d'eau pluviale pour montrer aux habitants qu'il est possible de disposer de volumes complémentaires et donc d'éviter autant de volumes d'eau potable distribués, consommés. Alors, ces services supplémentaires sont des éléments incitatifs identifiant des avantages, des conforts d'usage, du gain de pouvoir d'achat comme on l'a vu, et ça s'accompagne bien évidemment toujours de l'implication des usagers pour faire passer ces messages, pour expliquer ces services complémentaires, pour faire en sorte que ces services puissent être appropriés par la population. Alors on dispose pour cela de lieux dits relais de cette démarche dite éco-gagnante, avec notamment la Halle au Sucre, qui est un lieu sur le Dunkerquois, un lieu vivant pour la ville durable, qui aborde un certain nombre de sujets du développement durable et en particulier le domaine de l'eau, de manière permanente, mais un focus sur cette année 2021-22 s'est réalisé avec des expositions ciblées et de qualité, avec un certain nombre de cycles de conférences, etc., avec une fréquentation importante. Un local pédagogique qui a été inauguré tout récemment et qui est maintenant dédié à l'accueil des différents publics pour faire en sorte que la population puisse être accueillie, public scolaire mais aussi habitants, accueillis, à qui on explique le cycle de l'eau bien évidemment, mais aussi les modalités d'usage et donc ce qu'on appelle les bons gestes au sein du foyer. On s'appuie évidemment sur le relais du réseau important que représentent les maisons de quartier. Pour l'ensemble de ces relais, on dispose d'équipes dédiées à l'animation pour la partie eau et assainissement. Et ces équipes relais interviennent au sein de la Halle au Sucre, au sein du local pédagogique, dans les maisons de quartier, dans les écoles et peuvent intervenir aussi de manière ponctuelle dès lors que nous recevons une sollicitation pour soit un événement, soit une intervention lors d'un point particulier ou au sein d'une association par exemple. On s'appuie aussi sur, de longue date sur l'association que vous connaissez certainement, dite Unicité, qui est l'association qui permet d'opérer un service civique civil. Et donc cette association permet de regrouper les jeunes qui sont volontaires pour exécuter un service civique et on peut les orienter vers la thématique de l'eau et vers les interventions que j'ai citées. L'objectif est d'être présent au plus près des habitants,
lors de l'ensemble de la vie du territoire, mais aussi lors de l'ensemble des événements, puisque nous accompagnons de manière assez colorée et dynamique un certain nombre d'événements qui se déroulent sur le territoire dès lors que l'on peut y raccrocher la thématique de l'eau. L'implication des usagers, c'est aussi une notoriété, une visibilité du service de l'eau qu'il faut alimenter, qu'il faut entretenir, sur des axes prioritaires pour ce qui nous concerne, qui concerne l'eau de boisson, la consommation de l'eau. Ça passe par un ensemble de supports. Vous voyez quelques exemples avec effectivement des campagnes de communication et d'affichage. On utilise l'ensemble des supports classiques, presse, affichage, mobilier urbain, mais aussi vecteurs radio, réseaux sociaux, etc. Les choses habituelles que l'on connaît, mais avec des messages clairs et incitatifs. Mais on souhaite aussi redonner confiance à l'eau qui est distribuée en augmentant le taux de buveurs d'eau. Et pour cela, on a développé une campagne de définition et de distribution de contenants, donc des carafes, des gourdes, pour redonner la qualité qui peut être attendue à cette eau lorsque on utilise l'eau sur la table au quotidien plutôt que acheter donc de l'eau en bouteille. Et ça passe par des actions marquantes, comme par exemple la distribution de gourdes à la totalité des enfants d'un même niveau scolaire, donc sur la totalité du territoire, soit environ 200 écoles. Eh bien, nous distribuons à la totalité des élèves qui se situent en niveau CM2, on distribue à chaque élève une gourde. Chaque élève a donc cette dotation en fin d'année et entame son cycle de collège avec cette gourde. Et donc, c'est une acculturation qui, petit à petit, va être ancrée dans l'imaginaire du territoire, puisque une véritable tranche d'âge aura sa dotation et pourra utiliser cet outil et faire passer aussi, puisque les enfants, vous le savez, sont constituent un vecteur important au sein des familles pour passer les bons messages. Eh bien, les enfants pourront faire passer cette habitude d'utiliser la gourde au sein des foyers. Ce sont vos ambassadeurs. Merci Monsieur Mazouni pour toutes ces bonnes idées. Alors on a bien compris que quand vous parlez de contribuer à augmenter le taux de buveurs d'eau, ce n'est pas par rapport aux buveurs de bière ou de genièvre, hein, c'est par rapport aux bouteilles en plastique. On est d'accord. Merci pour cette précision. J'invite maintenant à s'exprimer quelques minutes également Sophie Altmeyer, qui est donc responsable technique chez Hydreos, qui intervient avec nous, comme vous le voyez, à distance, pour nous parler de sensibilisation également du grand public à la protection de la ressource, notamment par rapport là aussi à l'aspect plastique. Et donc vous nous direz, Madame Altmeyer, merci pour votre présence, quels sont les éléments qui permettent de sensibiliser le grand public, selon vous, à la protection de cette ressource. Voilà pour votre contribution. Avant d'entendre, pour terminer ce tour de table, Ludovic Blancard dans quelques minutes, et avant éventuellement de prendre connaissance de quelques questions du public présent qui s'adresseront peut-être à vous ou qui auront peut-être des questions à poser à nos intervenants ici présents à Lille. Bonjour Madame Altmeyer et bienvenue parmi nous. Je vous laisse nous faire part de votre présentation. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On vous entend très très bien. Un petit peu fort, mais très bien pour l'instant. Ah ok, c'est parfait. Merci beaucoup à Cyclo de me permettre de faire cette intervention à distance. Donc on a, je ne sais pas si la présentation... Tout à fait. Je vois, merci. Je ne sais pas si vous en avez le retour, mais c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, effectivement, pour ma part, je suis Sophie Altmeyer, je suis responsable technique au sein d'Hydreos. J'excuse ma collègue Marjorie Ethique qui est souffrante, qui devait être parmi vous aujourd'hui, mais qui ne peut pas malheureusement. Et du coup, voilà, je remercie Cyclo pour mettre en place les outils qui permettent de le faire à distance. Et puis, on passe à la slide suivante. Donc, par rapport à l'intervention, ce sera une intervention sur l'aspect sensibilisation du grand public par rapport à la protection de la ressource et juste pour cadrer en fait qui nous sommes. Donc Hydreos, on est pôle de l'eau dans le Grand Est. On est associé depuis quelques années avec le CD2E
qui est un cluster sur l'environnement sur les territoires des Hauts-de-France, avec l'idée de s'associer pour développer la thématique eau sur le CD2E et dans les Hauts-de-France. Alors pour notre part, Hydreos, donc on est avec le pôle Aquavalley et le pôle Dream, les 3 clusters de l'eau en France, et on a créé la Fédération France Water Team, qui est le pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Donc notre objectif, ça va être de créer de la valeur, ça va être l'emploi, et notre outil principal, c'est l'innovation. Donc on va avoir des actions pour nos adhérents en lien avec le développement de l'innovation. Du coup, sur la Fédération France Water Team, on a 460 membres qui sont adhérents de l'un ou de l'autre des pôles. Concernant le CD2E, donc vous connaissez sans doute mieux, donc c'est une structure qui est basée dans les Hauts-de-France, avec un pied à Los Angeles, un pied à Lille et un pied à Amiens, et qui travaille sur tout ce qui est le développement des éco-activités pour ses membres. Voilà, et ça représente 200 adhérents dans les Hauts-de-France. Donc, si on en vient à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur l'aspect pollution de l'eau, donc la ressource est actuellement menacée par les activités humaines. On a des activités qui peuvent entraîner malheureusement des pollutions de la ressource, que ce soit au niveau de l'agriculture, avec des rejets de pesticides, des rejets de produits phytosanitaires, ou également des rejets de résidus médicamenteux liés aux actions vétérinaires. C'est également le cas au niveau des villes, pour tout ce qui est cosmétiques, détergents, produits médicamenteux également. Si on regarde également les hôpitaux pour ces aspects résidus médicamenteux, et puis l'industrie pour tout ce qui est solvants, plastifiants, détergents. On a un risque de pollution de la ressource, et on a des actions qui peuvent être mises en place et qui sont mises en place pour travailler sur ces sujets. Et aujourd'hui, on va plus vous parler de la sensibilisation du grand public, mais cette action entre dans le cadre d'une action qu'on a avec l'Agence de l'eau rameuse sur la sensibilisation des collectivités et des industriels par rapport à la protection de la ressource, et plus spécifiquement sur la sensibilisation des collectivités. On travaille sur l'aspect résidus médicamenteux et plastique. Où la présentation aujourd'hui, elle découle de la première partie de notre action, qui consistait à une étude de recherche bibliographique sur tous les retours d'expérience d'actions exemplaires qu'on a pu identifier. Et donc, si on regarde la diapo suivante, donc par rapport au plastique, on a actuellement à l'échelle mondiale des rejets qui sont de l'ordre de 8 millions de tonnes de plastique dans les océans par an. Ça représente, si on regarde le contenu d'un camion poubelle qui est déversé chaque minute dans les océans, et ce ne sont pas des déchets qui vont disparaître facilement, mais bien des déchets qui vont s'accumuler, puisqu'on a par exemple le temps de décomposition d'une paille en plastique qui est de l'ordre de 200 années. Donc on a des actions à entreprendre. Et si on regarde le petit schéma, on voit aussi que sur la quantité globale de résidus de déchets, il y en a presque 20% qui se retrouvent dans le milieu naturel. Donc deux aspects par rapport à ça. Les démarches incitatives, ce que je trouve être la meilleure démarche, c'est d'essayer de moins produire, de moins retrouver de déchets. Donc on a les actions, comme on le voit avec le jeune public, comme nous en a parlé Saint-Omer, ou encore ce qui a été fait au niveau du Dunkerquois avec les gourdes. Il y a aussi cet aspect nudge pour que les bouches d'égout ne soient pas considérées comme des poubelles. Et du coup, avec ce que fait également Saint-Omer, ici commence la mer. Et puis un petit focus, je vais vous faire un petit focus sur une action qui s'appelle Défi Famille Zéro Déchet.
C'est une action qui peut être lancée par des collectivités, mais également par des particuliers ou par des associations. L'association d'ailleurs Zero Waste France a créé un guide méthodologique par rapport au déroulé de cette action qui peut permettre d'aider toute personne, structure qui voudrait être porteuse de la démarche. Et ce qui permet d'avoir des exemples. Il y a déjà pas mal d'exemples qui existent de collectivités ou d'associations qui ont mis en place la démarche. Et on a par exemple Roubaix qui a lancé le défi pour 100 foyers sur son territoire. Mais ça peut être aussi à l'échelle de 10 foyers si c'est une plus petite structure. Et donc pour soutenir les porteurs, il y a ce guide qui propose une action en 5 étapes. Donc l'idée d'abord, c'est de cadrer son défi. Du coup, le cadrer par rapport au temps que l'on peut y accorder, aussi au budget que l'on peut y mettre. Et puis d'ainsi de se fixer des objectifs qui ne soient pas trop grands par rapport à ce que peuvent faire les familles par rapport à leur réduction de déchets et aussi par rapport à l'ampleur de l'action elle-même. Et ensuite, dans une deuxième étape, une étape de recrutement des familles qui vont participer à l'action. Donc là, on a plusieurs canaux de communication qui peuvent être mis en œuvre. L'idée aussi, c'est d'organiser des événements qui soient festifs ou également de profiter de témoignages de familles qui auraient déjà mis en œuvre cette action zéro déchet. Le cœur de l'action réside ensuite dans l'animation de ce défi. Donc là, le cœur de la réussite, c'est de créer un esprit de groupe. Et ça passe par des activités, la diversification des activités, le côté festif des rencontres. Ensuite, il y a un aspect collecte de données, puisqu'il va y avoir dans un premier temps un diagnostic qui passe généralement par la pesée. Donc, les différentes familles pèsent tout au long de l'action les déchets qu'elles vont produire par semaine, par exemple. Il faut aussi être attentif sur cette collecte de déchets au fait que tous les données qui sont collectées doivent servir, hein, parce qu'on peut être tenté de collecter des données sur le type de déchet qui a été retrouvé, sur le nombre de personnes présentes dans la famille au niveau de la semaine, mais il faut bien sûr que toutes ces données soient collectées, soient interprétées ensuite, sinon ce n'est pas nécessaire. Et puis la dernière étape, c'est bien le bilan et les perspectives de l'action avec la mise en valeur des familles qui ont participé au projet. Et le résultat d'une telle action, c'est en moyenne 50% de réduction des déchets par rapport aux familles qui ont pu participer. Et il y avait encore juste des solutions qui pouvaient être mises en place, si on passe à la diapo précédente, qui sont plus des solutions des solutions pour quand le problème est déjà en place. Donc, on a par exemple la société d'Eren qui met en place des filets en sortie des déversoirs d'orage et qui indique grâce à un capteur le moment où il est nécessaire d'aller les vider. On a des solutions qui se mettent en place sur des masses d'eau. Par exemple, H2Hop va se mettre en place sur une rivière dans un espace qui est moins turbulent pour pouvoir récolter les déchets qui vont se stocker à cet endroit. Et puis, pour aller plus loin encore, Earthwake, alors eux, ils vont transformer les déchets plastiques en carburant. Voilà, on peut passer maintenant sur le deuxième aspect que je voulais évoquer, qui était sur l'aspect résidus médicamenteux. On a en effet des résidus de médicaments qui sont retrouvés dans les eaux usées et dans le milieu naturel. À chaque fois qu'on prend des médicaments, en fait, il y a une partie qui est rejetée et qui va se retrouver dans les eaux usées. Si on regarde, il y a une étude qui a été publiée très récemment, en février 2022, qui est portée par l'Université de York et qui rassemble plus de 80 instituts dans le monde et qui a analysé les résidus médicamenteux
en se basant sur 61 molécules dans 258 rivières dans le monde. Et le résultat est que toutes les rivières étaient contaminées et qu'ils retrouvaient la présence de résidus médicamenteux dans toutes les rivières étudiées. Et un quart de ces rivières présentaient des concentrations qui étaient dangereuses pour la biodiversité. Donc là aussi, un exemple, le focus sur un exemple qui a été mis en place dans le pays de Remiremont et de ses vallées, donc une collectivité dans les Vosges qui représente 55 000 habitants. Donc cette action a été initiée par 3 médecins généralistes en 2016 pour travailler sur des actions sur la médecine humaine et la médecine vétérinaire, et avec 2 objectifs principaux. Un objectif qui était d'optimiser la récupération des médicaments non utilisés, et un deuxième objectif qui était de réduire l'utilisation des médicaments qui ont un impact négatif sur l'environnement. Par rapport au premier objectif, les actions ont été très tournées vers de la sensibilisation du grand public, mais également des médecins et des pharmaciens pour que l'information de ce tri et de ce nécessaire retour des médicaments non utilisés soit visible. Et puis, par rapport à la deuxième action, ils se sont appuyés sur une étude réalisée en Suède qui a permis de créer le dictionnaire suédois qui propose des solutions moins impactantes, qui a classé en fait les molécules médicamenteuses par rapport à leur impact sur l'environnement, et qui donc permet de proposer des solutions pour prescrire des médicaments moins impactants sur l'environnement à même niveau de soins. Madame Altmaier, Voilà, si vous m'entendez, oui. Vous m'entendez bien, pardonnez-moi, hein, sans vouloir vous commander, je vais vous proposer de vous approcher de votre conclusion, mais semble-t-il, c'est ce que vous étiez en train de faire. Le temps pour nous d'entendre la dernière présentation et de proposer à notre public présent de vous poser éventuellement quelques questions. Et pour ce faire, je voudrais m'assurer que vous ayez bien terminé. C'est OK pour vous ? Oui, juste les résultats par rapport à cette éco-prescription. Donc, c'est très positif par rapport à la sensibilisation des acteurs et du grand public. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'impact sur l'eau qui a été identifié dans les analyses faites avant et après réalisation de cette action d'éco-prescription. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci à vous en tout cas pour votre présentation, pour votre participation au pied levé à ce tour d'horizon sur ce sujet de la sensibilisation des publics. Et pour terminer ce tour d'horizon, je propose donc à Ludovic Blancard, responsable communication de Sourcéo, Sourcéo étant la régie de production d'eau potable de la métropole européenne de Lille, la MEL, de nous parler de cette campagne sécheresse pour laquelle vous êtes venu témoigner aujourd'hui, Monsieur Blancard. Alors bonjour à toutes et toutes. On va commencer donc par une rapide présentation de la régie. Donc c'est que la régie a été créée en 2016 suite au rachat en 2014 en fait des unités de production qui étaient détenues par la Société des Eaux du Nord, donc le groupe Suez. Donc actuellement la régie est riche d'une centaine de collaborateurs. Nous gérons 16 usines de production, plus de 100 forages, et pour une production on va dire annuelle, bon là c'est le chiffre de cette année, de 43 millions de mètres cubes. Donc nous couvrons en fait les besoins en eau potable d'1,2 million habitants. Donc les chiffres majeurs, donc 16 unités de production, comme je vous disais, 105 forages. C'est très attentif aussi à la qualité de l'eau. Donc nous réalisons, et c'est le cas cette année, 134 824 analyses qualité. Nous gérons aussi le renouvellement réseau, donc avec un réseau de 4300 km et 43 km renouvelés par an. Production de 43 millions de mètres cubes d'eau potable, vente en gros de 68 millions de mètres cubes, donc un chiffre qui est supérieur en fait pour couvrir la totalité des besoins de la métropole. Mais c'est de l'eau en fait qui est d'origine fluviale et qui vient compenser en fait une stratégie de repos des nappes. On essaye de pomper le moins possible dans les nappes de la craie pour justement permettre une meilleure recharge. Et enfin, la DECI, donc le contrôle de 10 000 points de bouche incendie. Donc voilà, petite carte aussi pour présenter rapidement les endroits où sont situées nos usines sur le territoire. Vous avez dans la partie la plus sombre en fait, qui se trouve au nord,
Donc la nappe dite du Carbonifère, donc les forages vont puiser en très grande profondeur l'eau, donc on a une eau d'une qualité assez bonne. Par contre, pour ce qui concerne le sud de la métropole, les nappes sont beaucoup plus affleurantes en fait, et les forages plongent vers 20 mètres. Et c'est surtout cette zone-là qui est en difficulté actuellement, avec des problèmes de recharge au niveau des champs captants. Voilà. Alors le contexte, c'est vrai que depuis 2016, le volume annuel des précipitations a rarement dépassé les 700 mm. Et en 2020, il est même descendu en dessous des 600, notamment au mois de novembre, où on a eu une très très mauvaise recharge des nappes, notamment celle de la Crie. Donc ici, petit graphique pour illustrer mon propos. Donc on voit en 99 que la recharge amorce une descente. Elle est confirmée en 2015. 2017 est véritablement dramatique en 2020. Pour 2021, heureusement, on a une légère recharge en fait, suite à un été extrêmement pluvieux. Donc, un peu d'espoir. Donc, en 2020, la direction de l'eau de la MEL et de la communication externe sollicite sur CO pour élaborer une campagne de communication sur la thématique de la sécheresse. Donc, la cible, c'est l'ensemble des métropolitains. L'objectif, sensibiliser les habitants aux éco-gestes pour limiter la consommation d'eau, particulièrement en période de tension hydrique. Et le mode de diffusion, donc affichage, magazine métropolitain et bien sûr les réseaux sociaux. Alors, premier exemple d'affiche réalisée. Donc l'orientation et le choix iconographique devaient permettre d'identifier tout de suite la thématique abordée. Le ton choisi était celui de l'humour. On ne voulait pas trop culpabiliser justement les habitants par rapport à leur mode d'utilisation de l'eau. Et au niveau de la rédaction, donc des slogans qui détournaient des expressions ou des proverbes courants, donc empruntés au bon sens populaire, voire des messages publicitaires, on en verra un juste après. Les bons gestes, quant à eux, sont systématiquement rappelés dans une pastille rouge, donc à droite de l'affiche, et une baseline qui rappelle la situation de la métropole et incite à économiser la ressource. Donc on rappelle que la métropole manque d'eau et qu'il est important de limiter la consommation. Donc maintenant, présentation de l'intégralité de la campagne, donc avec plein de slogans différents. Donc le premier, aujourd'hui l'arrosage tombe à l'eau, donc arrosage interdit de 9h à 18h. Le second slogan, donc là c'est reprise d'une vieille publicité des années 90, boire ou conduire, il faut choisir. Donc boire de l'eau, on a précisé bien sûr, ou faire luire, il faut choisir, donc pour plutôt inciter les gens à aller dans les stations de lavage. Ensuite, une plus généraliste et un peu plus culpabilisante, celle-là quand même. Un avenir sans nuages peut devenir un futur sans eau. Ensuite, concernant l'entretien des jardins, la pelouse est jaune, n'en faites pas tout un foin. Essayez de penser aussi au paillage pour le jardinage. Donc, pour ne pas être à sec, vivez sur la paille. À terme, l'eau courante deviendra rare, limitez les bains. Ceci n'est pas un bon tuyau contre la sécheresse, pardon. Donc, inciter les gens à faire un arrosage modéré. Et enfin, vérifier les installations. Par temps sec, le salut n'est pas dans la fuite. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Blancard, pour cette illustration également. Je me tourne vers le public présent, comme promis, pour vous proposer de poser des questions à nos intervenants. Si telle ou telle question vous a traversé l'esprit pendant les présentations, c'est Cassandre qui est avec nous, qui vous propose le micro. N'hésitez pas à lui faire signe, le cas échéant. Donc vous intervenez quand vous voulez. Encore une fois, il n'y a aucune obligation à participer depuis la salle. Pour vous qui venez d'assister à ces présentations, c'est souvent bon signe aussi. Ça signifie probablement que vous avez été suffisamment clair et exhaustif. Mais vous m'avez inspiré quelques questions comme ça à la volée en vous écoutant. Monsieur Mazouni tout à l'heure disait que justement les pratiques évoluaient pour ce qui concerne votre action vers des actions moins culpabilisantes, moins coercitives, pour ne pas dire punitives, ça peut être interprété comme ça parfois. Mais évidemment, vous nous avez fait part de ce retour d'expérience pour lequel vous disposez d'un recul d'une dizaine d'années maintenant sur la tarification différenciée. Et en écoutant M. Blancard, j'étais en train de me demander, mais attention, c'est très politique ce que je vais dire, donc je soumets ça à votre sagacité. On a déjà imaginé des tarifications différenciées avec un caractère social, comme vous nous l'avez démontré tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait imaginer, notamment pour une régie,
une tarification incitative en fonction des conditions de la ressource en eau. Est-ce qu'on peut imaginer demain une tarification qui soit corrélée à la pluviométrie ou au niveau des nappes? Je vous pose la question, M. Blancard. Alors j'en parlerai très certainement à mon président de CA, je vous rappellerai ensuite. Écoutez, vous ferez part de sa réaction. C'est vrai qu'il serait possible d'envisager ce genre de choses, mais c'est vrai, comme vous l'avez précisé au départ, ça demande une véritable réflexion et un débat politique pour arriver à une conclusion, quoi. Oui, évidemment. J'ai aussi Vous avez peut-être un retour d'expérience là-dessus ou des expérimentations qui auraient pu être faites en la matière? Non, mais il y a effectivement la possibilité d'une tarification saisonnière, en tout cas. D'accord. Dans les territoires où il y a une tension sur la ressource en eau, c'est quelque chose qui existe. Après, la difficulté, ça va être d'avoir de la relève à plusieurs moments de l'année pour estimer la consommation et donc cibler les consommations de la bonne période. Donc c'est plutôt sur les territoires où on a de la télérelève. C'est assez peu déployé aujourd'hui, mais je pense que ça va être des outils qui risquent de prendre de l'ampleur, clairement. Voilà, j'imaginais, en regardant vos tableaux, une sorte de tarification cumulative ou incitative. Je me disais effectivement, quand on dépasse 200 mètres cubes, on peut imaginer qu'il y a peut-être une piscine ou quelque chose comme ça derrière. Et une piscine en période de sécheresse, évidemment, faut peut-être encore insister un peu pour faire comprendre que c'était peut-être pas la meilleure solution. Ça fera très certainement partie d'un certain nombre d'outils pour des territoires comme le précise Mélissa Bélier, en tension. Et c'est vrai que les dispositifs de télérelève qui ont quand même tendance, parce que c'est l'avenir, à se déployer, à se développer, permettront effectivement cette tarification dite saisonnière, permettant effectivement une incitation encore plus prégnante à l'économie d'eau, à l'attention par rapport aux consommations qu'on opère lorsque on se situe sur un territoire déclaré en situation de sécheresse par les services de l'État. J'ai encore un complément. Bélier, je vous en prie. Oui, et puis après, l'enjeu aussi de la tarification saisonnière, c'est aussi de facturer dans les endroits touristiques avec des consommations de pointe très importantes, d'autant plus qu'on sait que les vacanciers ont plutôt un relâchement de leur comportement, puisqu'on n'est plus chez soi, on perd un peu ses habitudes, donc effectivement, on peut consommer plus d'eau ou plus d'énergie, mettre la climatisation dans ce qui concerne l'énergie, etc., avoir un comportement qui se relâche, et d'autant plus quand c'est des résidences secondaires que ces personnes ne financent pas le service à hauteur en fait de leur consommation réelle et de l'impact qu'ils ont sur les équipements du service, puisque le dimensionnement le service est dimensionné pour la pointe et donc effectivement le surcoût sinon est assuré par les personnes qui sont résidents permanents. Un autre enjeu, c'est aussi le fait que, à mon avis, que la tarification saisonnière, effectivement c'est en été qu'il y a le plus de sécheresse, mais malgré tout les nappes sont alimentées également en hiver et en fait voilà, c'est quand même un flux mais avec un stock tampon et donc je pense que réduire les consommations est aussi un enjeu hors période de sécheresse et en hiver, en inter-période de sécheresse, j'ai envie de dire, de plus en plus. Surtout avec des périodes de recharge beaucoup plus courtes maintenant, semble-t-il, comme ça a été rappelé à plusieurs occasions depuis ce matin. Monsieur Blancard, vous vouliez ajouter quelque chose, mais ça vous inspire peut-être des réflexions que vous pourrez transmettre là aussi. Je voulais justement évoquer ici un programme qui a été développé par la métropole européenne de Lille et qui est en train de se construire. Donc c'est les gardiennes de l'eau en fait, qui regroupe les communes du sud de la métropole, donc à proximité des champs captants, et les invite justement à revoir tout le mode de vie dans son ensemble, qu'il s'agisse justement d'habitat, de rejet, de circulation, d'agriculture, pour justement préserver un maximum aussi les nappes et pouvoir justement être à même de fournir en eau potable dans les années à venir. Madame Bélier, pardonnez-moi, je reviens vers vous parce que je crois savoir, mais vous en avez déjà exprimé ce matin, que justement votre contribution à la FNCCR aussi, c'est d'encourager toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes solutions en matière de sensibilisation. Et pour ce faire, vous avez mis en place un système de trophées pour gratifier en fait les bonnes initiatives. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Oui, effectivement. Donc, on a été chargé par le ministère de la Transition écologique d'animer un club des économies d'eau. Et ça s'est traduit notamment l'année dernière par le lancement des premiers trophées d'économie d'eau. Avec différentes catégories, dont notamment la sensibilisation du public, une catégorie sur les outils techniques, une catégorie spécifique sur les enjeux en termes de sécheresse, donc de période effectivement d'effacement des pointes de consommation, et sur les outils de tarification. Donc, on a eu pas
pas mal de retours, dont l'eau du Dunkerquois sur les enjeux de tarification. Et ça va être reconduit donc, en 2022. Ça va être ouvert d'ici environ un mois. Donc j'invite les personnes intéressées à candidater. Voilà. L'idée, c'est vraiment de valoriser et de diffuser les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, en France, on est dans le Nord. Traditionnellement, sécheresse, on pense région PACA. Et en fait, on voit que ça se diffuse. Et donc, diffusons les bonnes pratiques. Aidons-nous les autres, intelligence collective, pour aller dans le même sens. Merci beaucoup. Je me tourne encore une fois vers la salle. Voilà, une question, monsieur. Je voulais juste vous présenter pour qu'on puisse vous situer, nous faire part de votre question. Alors, le micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez le numéro du micro pour qu'en régie, on puisse vous l'ouvrir? Le numéro 5, micro 5. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour, Johan Bertin, je suis à la communauté d'agglo du pays de Saint-Omer pour le service eau potable. Je voulais juste avoir une petite remarque par rapport justement à la télé-relève. C'est vrai que ça a son intérêt, c'est un peu comme le Linky, hein. Les gens voient leur consommation directe, donc forcément ils sont tout de suite sensibilisés par rapport à ce qu'ils consomment en live, on va dire. Mais après, il y a quand même des limites. Déjà, on a une obligation de relève physique sur place tous les 2 ans quand même. Et après, on ne voit pas les fuites. Il y a un aspect, on ne voit pas les fuites avant compteur. C'est vrai que bien souvent, quand on va sur les citerneaux, on se rend compte qu'on a bien souvent les fuites, elles sont juste avant compteur. Donc là, ça a ses limites quand même. Donc il faut quand même avoir régulièrement les agents qui passent. Et puis après, l'agent, il a aussi un rôle aussi de sensibilisation et de proximité avec les abonnés qu'on ne peut pas remplacer. Donc la télé-relève, c'est bien c'est un outil qui nous permet de voir en live ce qu'on consomme. Mais en même temps, voilà, ça ne remplacera jamais un agent. Alors, probablement, monsieur Mazouni. Alors, il est vrai que ce matin, c'est pas du tout pour vous contredire, hein, monsieur, mais pour relever quelque chose qui a été dit dans une table ronde, une conférence précédente, qu'on comprend bien que tout cela doit être complémentaire d'autres dispositifs, notamment de surveillance du réseau, par exemple, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'allais évoquer, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut, en amont de la mise en œuvre de la télé-relève, de ce système, il faut avoir maillé l'ensemble du réseau de distribution d'un certain nombre de dispositifs, bien souvent des sondes, qui permettent d'obtenir les informations pour le distributeur d'eau que nous sommes, en temps réel, les informations concernant l'état de santé du réseau et donc détecter les fuites par zonage. Donc on a depuis maintenant plusieurs décennies, mais depuis la décennie qui s'est écoulée, intensifié le sujet avec largement le soutien de l'Agence de l'eau pour définir les zonages de distribution. Donc on a des compteurs de sectorisation, on a des systèmes d'alerte. Pardon ? Oui, financés par l'Agence de l'eau à hauteur de 70%. Et on a été sur le territoire bénéficiaire de longue date de ces soutiens. Donc c'est important. On est à un niveau de rendement de 91% sur le réseau. Donc effectivement, quand on a un réseau, quand on dispose d'un réseau avec une bonne connaissance de son état, avec un bon maillage, avec un dispositif conséquent de surveillance et de suivi, pour tout ce qui concerne l'acheminement, la distribution avant compteur, eh bien on peut être conforté, consolidé, et ensuite on peut mettre en place effectivement la télé-relève qui effectivement limite les constats in situ, mais on compte aussi pour les fuites, on compte aussi sur la vigilance de l'ensemble des citoyens dès lors qu'une fuite est observée. Et puis vous aviez fait une autre remarque, vous citiez l'absence donc de constat donc pour le réseau, et puis oui, le constat, sensibilisation par l'agent, donc ça s'accompagne, comme je l'ai dit, par un ensemble de dispositifs de sensibilisation auprès donc, des citoyens, de l'abonné, puisqu'on va moins souvent chez lui au domicile, mais notons que bien souvent, la relève s'effectue sans contact avec l'habitant, puisque c'est simplement en soulevant la plaque qui se trouve à l'extérieur de l'habitation et parfois les agents ne rencontrent pas les habitants, mais ça s'accompagne bien évidemment par un dispositif d'écoute et de suivi et de rencontre des habitants tel qu'on a pu le présenter avec des points relais, avec une présence lors des événements, avec une véritable lisibilité du service public de l'eau potable.
Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Merci, monsieur Mazouni. Je vais vous proposer, alors que se termine cette conférence, peut-être, non pas en guise de conclusion, mais peut-être de complément d'information, je me permets de vous interroger, compte tenu de l'expérience d'une dizaine d'années maintenant dont vous disposez dans différentes méthodes ou techniques de sensibilisation. Je dirais de manière plus globale, si vous souhaitiez partager quelques recommandations, je dirais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'inspirer de votre expérience, quels seraient pour vous les grands facteurs de succès, je dirais, ou les grandes conditions de réussite qu'il faudrait avoir à l'esprit pour que les choses se passent bien, qu'elles se passent vite et que l'appropriation soit la plus rapide et la plus efficace possible? Alors, vous l'avez vu, j'ai évoqué en 2012 l'aspect tarification. La tarification solidaire ou environnementale, en tous les cas, c'est un véritable sujet qui est développé et porté par les services peut-être de l'État, saisonnière demain. Et peut-être saisonnière demain. Donc, c'est un véritable sujet. Mais aujourd'hui, on passe à une nouvelle demande de la part de la population. La population, on l'a évoqué, est plutôt en recul par rapport au discours moralisateur, par rapport à l'environnement et à la sobriété de consommation. Et elle attend plutôt un accompagnement, elle attend des avantages, j'allais dire, ou en tous les cas, des éléments complémentaires par rapport à ce qu'elle gère, par rapport à sa consommation actuelle. C'est pour ça que j'ai évoqué des services complémentaires. Ça peut être tout simplement un accompagnement supplémentaire, un éclairage supplémentaire, mais en étant aux côtés et au plus près de l'habitant. C'est la véritable attente qu'on observe aujourd'hui. Et puis un autre facteur de réussite que j'évoquerai, c'est la récurrence. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place une action, idéalement, cette action doit pouvoir se répéter, alors à une fréquence à définir, trimestriellement s'il s'agit d'une action de faible envergure, annuellement si c'est quelque chose d'un peu plus conséquent, mais revenir sur un sujet régulièrement, chaque année. Vous voyez, par exemple, on a évoqué la distribution des gourdes à la totalité des élèves de niveau CM2 sur la totalité des communes du territoire. Ça s'opère chaque année et maintenant c'est véritablement attendu par les communes, par les proviseurs, par les élèves. Et donc c'est la récurrence qui peut être un facteur. Là aussi, utiliser la répétition, comme le proposait Madame Bellier tout à l'heure, qui est l'un des fondamentaux de la pédagogie, comme vous l'avez rappelé très justement. Merci beaucoup. Voilà, la boucle est bouclée par rapport aux différentes recommandations que vous aurez pu faire les uns et les autres. Merci beaucoup pour votre présence. Et comme nous l'avons fait pour chaque conférence, je vais proposer aux participants présents parmi nous aujourd'hui de bien vouloir vous applaudir pour vous remercier de votre participation. Merci à vous. Bon appétit à toutes et tous. Merci Madame Altmaier qui était présente avec nous et qui avait bien voulu rester et représenter votre collègue qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. Vous l'avez fait parfaitement. Merci à vous. Nous vous souhaitons le bonjour également. Et je vous donne rendez-vous pour ce qui me concerne à la prochaine conférence qui démarrera à 14 h, qui concernera les actions à la source pour une eau de meilleure qualité. Nous parlerons plus avant de qualité d'eau cet après-midi avec des invités que je vous proposerai également en temps utile. Bon appétit et bonne journée à toutes et tous. 3, 2, 1.